type se prend pour Batman. Saint-Flour, Saint-Flour, alors bon, c'est deux choses. Déjà, c'était une contrainte, parce que le livre, en fait, est plein de contraintes. Enfin, je ne sais pas si c'est des contraintes oulipiennes, mais je m'étais fixé un certain nombre de règles, une sorte de cahier des charges personnelles, avant d'écrire le livre, enfin, pour savoir à peu près où j'allais. Et une d'elles était, bon, peu importe ce qu'on en pense, mais était de reprendre un certain nombre de personnages, donc de la mythologie de Batman. Et Saint-Flour, c'est celui qui correspond à un méchant qui s'appelle Ra's al Ghul, qui est un type qui, comment dire, pour des raisons plus ou moins altruistes à l'origine, veut détruire l'humanité. Et donc là, Saint-Flour, c'est une sorte de chef d'entreprise. Et après, sinon, le nom en tant que tel, c'est un nom que j'ai trouvé par hasard dans un... si mes souvenirs sont bons, c'était dans un court-métrage que j'ai vu par hasard. Et le nom me plaisait. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Léonore, c'est le personnage qui permet au narrateur de plonger dans ses souvenirs et qui l'accompagne tout le long de la première partie. Et donc c'est un personnage féminin voilà, qui permet au narrateur à la fois de découvrir une partie d'un quartier qu'il connaît mal et dans lequel il doit aller pour des raisons professionnelles, puisque son métier est de voir les lieux, des lieux qui sont sur le point d'être reconstruits ou restructurés. Et lui, il a la charge de les visiter pour voir si les habitants qui y sont correspondent plus ou moins à l'endroit où ils sont placés. Parce qu'il travaille pour quelqu'un donc, qui s'appelle Grossman, qui a une hypothèse plus ou moins nominaliste, qui est que à un environnement donné correspond à un type de visage donné et correspond aussi plus ou moins à un langage donné. Donc si on détruit l'environnement, on détruit les visages qui vont avec et on détruit également les langages qui vont avec. Alors Calidex, c'est une résurgence du gris, où il y avait déjà l'entreprise Calidex qui avait rénové le château qui ouvre le gris, et donc les entreprises n'étaient encore que naissantes, et ça m'a amusé, 10 ans après pratiquement, de reprendre certains personnages du gris et certains des éléments pour voir comment tout ça avait évolué dans ma tête et leur donner plus ou moins une suite. Ce qui par exemple veut dire que le narrateur du gris devient là aussi un des personnages, mais un personnage secondaire qui est le clochard du début du livre, que rencontre le narrateur, et qui le toise en lui disant qu'il connaît sa sœur. Bernotte, c'est de manière relativement lisible, c'est Sade. Je sais pas pour quelle raison, au moment de l'écriture, il y a des noms que j'ai floutés et des noms que j'ai pas floutés, et j'ai essayé avec Sade et je trouvais que ça marchait pas. Entre autres parce que c'est pas exactement Sade non plus, donc le fait de passer par un nom imaginaire me permettait plus de liberté avec la biographie de Sade en tant que telle. Alors le Degrétol, la cortothiamine et tous les autres médicaments sont en fait issus d'une lecture exhaustive des romans de Philippe Cadic, où les médicaments ne manquent pas. Et donc ça m'a amusé pour le livre de récupérer des noms de médicaments qui soient ni mon invention ni réels, mais qui soient issus de fiction. Et donc en l'occurrence là c'était issu de plusieurs livres de Philippe Cadic, ainsi que le nom de Victor Herbert, qui est un DJ spatial dans je sais plus quel livre. Un DJ qui tourne autour de la Terre. Les trois spires, c'est pareil, c'est issu de Glissement de Temps sur Mars, si mes souvenirs sont bons, qui est un autre Philippe Cadic, où il y a une sorte de structure qui m'avait fait penser, en fait, alors que je n'avais pas encore lu le livre, à une propre structure architecturale que j'avais inventée, qui était les casemates. Et sauf que là, elles étaient en spire, où je me suis influencé, encore une fois, d'une architecture d'un livre de Cadic, sans la reprendre en tant que telle.
Alors Frimaire, c'est le personnage féminin, donc c'est celle qui lit beaucoup Bernotte, donc Sade, qui a un mois du calendrier révolutionnaire et qui, dans la mythologie Batman, correspond à Catwoman. Ce qui implique, même chose, un certain nombre d'invariants dans son comportement, dans son attitude, c'est pour ça qu'assez rapidement elle devient une voleuse. Tout ça était en fait plus ou moins imposé par les contraintes que je m'étais données. Le GEHP, c'est la grille des expériences humaines primordiales. Donc ça, c'était quelque chose qui m'était venu en imaginant, donc pour des raisons cybernétiques, c'est-à-dire d'efficacité, une grille, une sorte de sondage à échelle humaine auprès de tous les internautes pour leur demander quelles seraient leurs expériences humaines qui, selon elles, feraient qu'on aurait une vie réussie ou une vie ratée. Azon.com, c'est un site qui n'existe pas, auquel j'ai donné ce nom, qui correspondrait à je ne sais quel site de rencontre, comme il en existe tant. Oui, il passe beaucoup de temps sur Azon.com parce que c'est pareil, je m'étais donné aussi comme contrainte que le narrateur, en fait, n'entretenait aucun rapport direct, immédiat, comme on dit, avec la réalité. Et tout était filtré, soit par les machines, soit par les réseaux, soit par Internet, enfin, les sites de rencontres, etc., etc. Ou même son métier, finalement, il y a un filtre entre ces rencontres et le fait qu'il est obligé de les rencontrer pour souscrire aux obligations de son métier. Donc rien n'est plus du tout naturel et immédiat, spontané, on va dire. Sinon, éventuellement, justement, la rencontre au début du livre avec Léonore, et c'est la raison pour laquelle cette rencontre lui importe. Puisqu'elle est en quelque sorte désintéressée. Les casemates, c'était pour essayer de trouver une suite, même chose architecturale à ce projet qui aussi implique un certain nombre de personnages du roman, même si c'est pas une suite en tant que telle, c'est juste l'idée, c'est en fait c'est au fur et à mesure des livres de faire grossir une ville imaginaire. Donc là, je reprenais l'architecte des casemates qui s'appelle Frédéric Ménétrier pour lui imaginer un nouveau projet qui est donc celui des 3 spires. La culpabilité d'être heureux, ce serait éventuellement un legs d'une sorte de masochisme naturel à notre culture, qui fait que souvent la première réaction quand il arrive quelque chose d'heureux n'est pas la joie, mais une sorte d'appréhension devant quelque chose qui apparaît comme fragile, immérité, ou je ne sais quoi. Alors Beethoven, c'était une figure qui m'intéressait comme une sorte de parallèle aux errances du narrateur et à sa solographie, puisque j'avais appris, ce que je dis dans le livre est réel, j'avais appris par un article du Monde, un article estival, qu'en fait Beethoven était sans doute mort d'alcoolisme, ce qui n'est pas très connu, et parce qu'il passait son temps à boire du mauvais vin, qui plus est de la mauvaise piquette, qui était très coupée au plomb, et ce serait la raison pour laquelle, pour enlever la mauvaise odeur du vin naturel, et c'est la raison pour laquelle il aurait eu une sorte d'empoisonnement du sang, qui l'aurait rendu sourd, etc. Ah, l'alcool. C'est la dernière fois, je pense que j'en parle. Il y avait 4 livres qui étaient consacrés, dont un qui n'a pas de raison de paraître, qui faisait partie du cycle, mais ça commence vraiment à dégénérer, cette question d'en détruire les enfants. Et comme là, les personnages ont plus ou moins partie liée avec détruire les enfants, c'était un peu évident qu'ils retrouvent la question de l'alcool, puisque le père était alcoolique. Donc, le narrateur boit beaucoup et finit par arrêter. Alors la quenose, c'est une notion que j'ai trouvée aussi par hasard, qui est une notion théologique, qui essaye de désigner le moment où essayer d'expliquer pourquoi un dieu, au moment de sa plus grande gloire, chute.
Et donc l'image, c'est celle comment dire, de la gloire de Jésus qui, comment dire, au moment où il est en une forme de reconnaissance et d'écoute, finit par en quelque sorte s'aborder lui-même avec la fin de sa vie. Enfin, ça, c'est une interprétation qui est, on va dire, athée, hein, mais en, comment dire, en s'infligeant la croix, une mort qui est infâme, etc. Donc au niveau théologique, il y a des théologiens qui se sont posé la question de savoir comment il pouvait y avoir au sein d'une même image divine à la fois l'incarnation de la gloire et de la chute. Ça, c'était une phrase qu'aurait dite, comment dire, Sade. Enfin, en l'occurrence, il l'a pas dite, je l'ai pas lu, mais c'est vrai que dans Sade, il y a souvent l'expression « Ah, je décharge », et on a l'impression qu'il écrit ça quand il est content de lui, en fait. Quand il est content de son nouveau sévice, quand il a réussi à imaginer quelque chose qui était encore pas... Il n'était pas allé aussi loin, et il est tellement content de son imagination qu'il décharge sur le papier. Oui, ça me semble important de le conserver, oui. Que tout ne fasse pas obligatoirement sens. Enfin, je sais que j'ai été élevé, entre autres, par des lectures de Barthes, qui parlent des effets de réel ou je ne sais quoi, mais ça peut être intéressant parfois on retrouve ça, je pense, beaucoup chez Flaubert, du reste, hein, mais d'écrire une phrase uniquement parce qu'on l'aime bien, ou pour sa beauté, ou en tout cas, elle n'apporte rien à la narration. Ensuite, de toute façon, quand dans une journée, on s'attache à beaucoup de choses qui n'ont pas forcément d'importance immédiatement. Alors, de fait, le narrateur se pose la question de savoir si ces détails, a priori inutiles, n'auront pas plus tard dans sa vie une importance que lui n'élucide pas pour le moment. Et de fait, il est intéressé par des choses à un moment de son périple. Et la première hypothèse, c'est que finalement, ces choses sont inutiles. Ils ne vont pas l'amener à aller plus loin dans son enquête, puisqu'il est censé plus ou moins comprendre la psychologie des personnages, enfin des personnes qu'il rencontre. Alors April, c'est le personnage qui fait le lien avec le livre précédent, de Bête à l'intérieur, qui était un personnage dont j'étais pas complètement satisfait, dont j'avais le sentiment qu'il avait quelque chose d'inachevé. Donc là, avec le cousin fou, à savoir Yann, c'est deux personnages que j'ai repris pour les étoffer, mais de manière différente, sachant qu'ils deviennent également secondaires. Dans De Bête à l'intérieur, il y avait à un moment une phrase. Il y avait le narrateur de Bête à l'intérieur qui fouillait les affaires de Sarah, qui avait un pseudonyme qui s'appelait April, et en fouillant donc ses mails, il se rendait compte qu'elle était en communication avec un certain Décembre. Et c'est en fait cette phrase que j'ai développée pour en faire un livre. Voilà. Berthelot, c'est le personnage récurrent, on va dire, de mes livres, puisque c'était le narrateur du Gris. On le retrouve dans Se détruire les enfants, racontant la vie de ses parents avant qu'ils naissent. On le retrouve dans Piteux état, de Bête à l'intérieur. Et là, ce serait la fin de sa chute, en quelque sorte, puisqu'il est désormais clochardisé et qu'il va peu à peu se relever tout le long du livre. Il va se relever tout le long du livre en s'identifiant de manière plus ou moins puérile ou folle au personnage de Batman. Voilà, dont il lit les comics avidement, qu'il fait voler par son compagnon, qui s'appelle Elvis, donc, qui lui-même est une sorte de Robin, et un Robin qui, dans la mythologie Batman, se fait tuer par le Joker. Ce qui est la raison pour laquelle il se fait lui-même éliminer lors de la scène de torture de la dernière partie du livre. Mais ça, comme je l'ai dit, tout ça est imposé par le cahier des charges. Il fallait que ce personnage meure. Puisque, en tant que Robin, il mourrait dans les comics. Sinon, juste, oui, pour finir, Batman. Pourquoi Batman, sinon? C'était par rapport au fait que c'est un personnage, on va dire, noir, mais c'est une noirceur dont on fait des blockbusters. Donc ça m'intéressait de me pencher sur cette figure, qui est donc un super-héros un peu différent puisqu'il est dark, c'est le Dark Knight, c'est le Chevalier Noir,
mais en même temps, bon, c'est une noirceur qui n'a pas l'air de gêner le grand public, puisqu'il y a souvent, fréquemment, des films, et le comics se porte très bien, etc. Donc ça m'amusait de m'intéresser à ça. Je me suis posé, je sais pas, c'est des questions que je me pose dans la mesure où il paraît que certains lecteurs sont arrêtés par la lecture de ce que j'écris, parce qu'ils considèrent ça comme trop noir. Donc après, moi, cette noirceur, elle vient a priori plutôt du polar sur la manchette, qui s'est posé beaucoup de questions sur aussi l'évolution du roman noir, dans la mesure où Manchette est mort et où on considère à la fin de sa vie que de toute façon le roman noir est également mort. Ça m'intéressait de le continuer en continuant à réfléchir. Donc en fait, le comics m'intéressait par rapport à certaines hypothèses de Manchette. Je peux vous rapidement résumer du reste, si vous voulez. Il faisait une opposition entre le roman à énigme, dans le polar, et le roman noir. Il disait que le roman énigme, le mal était réifié sous forme d'énigme, ce qui faisait que quand on découvrait l'énigme, le mal était supprimé. L'enquêteur, il y avait un assassin, c'était le mal réifié, il retrouvait le méchant et tout était bien qui finissait bien. Donc il y a le mal qui est réifié dans un univers qui est globalement bon. Et ça, pour Manchette, c'est le roman d'Agatha Christie. Ensuite, le roman noir, c'est Hamet. Il considère qu'on n'est plus dans un monde qui est globalement bon, mais dans un monde essentiellement mauvais. Et avec un enquêteur qui donc se retrouve dans un monde où il n'y a plus de repères. Et par rapport à ça, je m'étais dit que le comics, c'était dans la figure du super-héros, c'était le bien réifié dans un monde qui reste essentiellement mauvais. Enfin, si on regarde les comics, globalement tout le monde est méchant. Il n'y a pas de figure du bien, sinon justement la figure réifiée du super-héros. Voilà. La bulle DSM, c'est... j'ai imaginé un gadget anti-bruit où voilà, le narrateur se réfugie pour réfléchir, ou se saouler, ou vaquer sur Internet. L'architecture, c'est quelque chose qui m'importe, dans la mesure où j'essaye à chaque fois d'inventer une ville qui soit forcément inspirée par celle dans laquelle je vis, en l'occurrence Paris, celle dont je viens, en l'occurrence une banlieue parisienne, et d'y exporter ensuite des choses qui viennent de romans. J'essaie d'inventer une ville à géométrie variable, en fait, dans laquelle je puisse écrire ce qui m'importe. Si j'écrivais dans une ville qui existe, j'ai l'impression que ce serait trop contraignant. L'impuissance dans le livre, c'est l'impuissance de l'imagination. C'est également un propos de Frimaire concernant Sade, que j'ai beaucoup lu aussi pour écrire ce livre. Et vraiment, ce qui m'a le plus fasciné, c'est on avait le sentiment, oui, que ce qui l'intéressait du fond de sa prison, c'était de trouver toujours des nouvelles formes. Je ne sais pas forcément si c'est des fantasmes, mais toujours trouver des nouvelles formes à ses supplices. Il est assez fort pour ça, pour se renouveler dans le supplice. Donc continuer à avoir de l'imagination par rapport à quelque chose qui a priori est très limité. C'est difficile d'inventer un supplice. J'invente un supplice, en l'occurrence qui n'est pas du tout inventé, puisque c'était une idée que j'avais eue dans les années 90, au tout début que j'écrivais. J'avais le projet d'écrire un gros livre, donc finalement je ne l'ai jamais fini, mais il y avait un moment une scène de torture, effectivement, qui était avec un téléphone portable. Et je sais qu'au moment où j'avais écrit cette scène, j'étais encore très innocent, va-t-on dire, et j'avais été moi-même inquiété par la teneur de mon imagination, et je m'étais moi-même censuré. Et je m'étais dit, je ne peux pas écrire ça. Et on va dire que 20 ans après, je me sens maintenant le courage, je ne sais pas si c'est le courage, mais en tout cas d'écrire une scène pareille. J'ai écrit le début il y a un certain temps. En général, au moment où je finis un livre, j'écris le début du suivant, que je laisse reposer assez longtemps. Donc le début de décembre avait été écrit il y a longtemps, et après, à la différence des autres, en fait, j'avais un plan. J'avais non seulement un cahier des charges, mais je savais que chaque partie devait faire 100 pages, et que chaque partie de 100 pages était divisée en 5 sous-parties de 20 pages. Ce qui me permettait à la fois d'écrire un livre long, mais de me fixer des objectifs courts. Et chaque sous-partie de 20 pages était extrêmement structurée. C'est-à-dire qu'à la différence des autres,
Là, j'ai pris beaucoup de notes, parce que si on peut avoir un peu une sorte d'improvisation dans un livre de 150 pages, je pense que c'est absolument impossible dans un livre plus gros. Il fallait absolument que je sache où j'allais et que je le sache tout le temps. Mais celui-ci, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. J'ai souvent ri, en fait. Dans la mesure où moi j'ai ri, j'espère qu'il reste quelque chose. C'est très compliqué, enfin, c'est quelque chose qui revient souvent, d'ailleurs, la question de l'humour, mais je sais que ça m'arrive d'avoir des choses qui me traversent l'esprit et qui me font rire au moment où je les écris. Et après, on se relit, et les choses ne font plus rire. Donc il y en a pas mal que je supprime. Donc j'essaie de conserver certaines en imaginant qu'elles pourraient conserver la fraîcheur qu'elles avaient au moment où elles m'ont fait rire. Après, je ne sais pas si ça réussit ou pas. Les indications météorologiques qui accompagnent chaque chapitre sont en rapport avec la théorie des humeurs. À savoir que chaque partie, c'était pareil, c'était pour me fixer des contraintes. Ça faisait partie du cahier des charges, pas du cahier des routes. Le cahier des charges, c'était que chaque partie correspondait à une humeur. À savoir la bile noire, la bile jaune, le flegme et le sang, enfin, qui est assez bizarre dans la théorie des humeurs, puisque c'est la joie. Ça ne correspond plus du tout à l'image qu'on en a. Le caractère sanguin, c'est le caractère joyeux, avec lequel j'ai joué pour la dernière partie. Puisque nous, enfin, s'il y a le mot sang, ça évoque pas du tout la joie. Rob Grillet, c'est un auteur important pour moi. Et puis, c'est un lecteur que je lis, ou je relis assez fréquemment. Enfin, j'aime beaucoup aussi ce qu'il dit dans préface à Une vie d'écrivain, là, son livre qui est accompagné d'un disque de conférence à France Culture, où il explique plus ou moins tout ce qu'il veut faire. Et la phrase en exergue est tirée du reste de ce livre, sur l'effondrement. C'est quelqu'un que